Ouh, le petit chien. Et le gros chien. Oui, 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 t'es gentil. Ouah, il fait chaud. Alors, aujourd'hui, je vais attaquer un couteau un petit peu particulier qui devrait me prendre un peu de temps. Pas dans le sens où il est difficile, mais dans le sens où je vais faire les choses différemment de d'habitude. Et c'est ça qui va me prendre du temps. Je m'explique, j'ai décidé de fabriquer, de faire un tutoriel et de fabriquer un couteau en me servant uniquement d'outils à main. Donc rien qui utilise de l'électricité. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait on trouve déjà plusieurs vidéos de ce type, des tutoriels pour débutants, etc. sur YouTube, aussi bien en français qu'en anglais, dans d'autres langues. Mais j'ai décidé de me prêter au jeu parce que j'ai envie de vous partager plein de trucs et astuces et tout ce qui pourra vous aider. Et surtout, en fait, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui voudraient ne serait-ce que s'occuper, disons, quelques jours et se lancer là-dedans pour bricoler un peu. Et certains n'osent pas par manque de moyens. Ils n'ont pas les outils nécessaires, etc. Alors, il faut savoir que la coutellerie, c'est quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement énormément d'outils pour s'y mettre. Et par contre ça nécessite beaucoup de patience et beaucoup de volonté. Donc voilà, donc je fais cette petite vidéo, enfin petite, on verra bien. Je fais cette vidéo pour essayer de booster les gens, de les motiver un petit peu et de montrer que oui c'est faisable et qu'il suffit juste de s'y mettre. Une autre raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je reçois assez régulièrement des messages de personnes, donc c'est souvent des débutants mais pas que, qui me demandent de l'aide ou des conseils pour telle ou telle étape du couteau, etc. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est que si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez facilement me joindre soit sur Facebook via ma page, soit sur Instagram. Je suis un petit peu plus actif en termes de réponse aux messages sur Instagram. Ou bien même directement dans les commentaires YouTube, même si c'est pas très pratique pour avoir des discussions, mais c'est faisable. Vraiment n'hésitez pas. Moi je suis un simple amateur, je suis pas un pro et je fais des erreurs comme tout le monde, mais j'essaierai de vous aider au mieux et si je peux aider, moi ça m'arrange en fait parce que je me sens utile et j'aime bien me sentir utile. Donc du coup tout le monde y gagne. Faites pas vos timides, je suis très ouvert à tout ça. Voilà. Et donc du coup je fais aussi cette vidéo pour anticiper des questions que certaines personnes pourraient avoir pour telle ou telle étape de réalisation. Donc voilà, en gros le but de cette vidéo ça va vraiment être un tutoriel et le but c'est vraiment d'aider et de motiver les gens. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser uniquement des outils qui s'utilisent avec les mains en fait, qui n'utilisent pas d'électricité, à l'exception d'un outil que vous avez déjà probablement. C'est une perceuse. Alors qu'elle soit avec fil ou sans fil, peu importe. La raison c'est que j'ai pas d'espèce de perceuse médiévale ou antique ou ce que vous voulez, enfin, j'exagère évidemment, mais c'est des trucs qui existaient avant qu'on ait des perceuses électriques et que je me sentais pas d'acheter ça juste pour cette vidéo. Mais vous allez facilement pouvoir emprunter ou trouver une perceuse pour ce projet, je vous fais confiance là-dessus. Il va y avoir aucun problème avec ça. Alors d'abord, on va se mettre à l'ombre. Pour fabriquer un couteau, il y a en gros deux méthodes principales, avec des petites variantes. Sachant que ces deux méthodes ne sont en réalité pas soit l'une soit l'autre, c'est toujours un petit peu des deux. La première méthode, c'est ce que j'appelle la méthode traditionnelle, c'est-à-dire c'est la forge. On prend un morceau d'acier et on tape dessus en le montant en température pour lui donner la forme que l'on veut. Puis ensuite, on réalisera de l'enlèvement de matière pour arriver à la forme définitive du couteau, lui façonner son tranchant, etc. Et la deuxième méthode, qui est la méthode un petit peu plus moderne, on va dire, et qui est la seule méthode qui permet de travailler proprement de l'acier inoxydable au passage, c'est le stock removal, donc l'enlèvement de matière. Sachant que pour faire du stock removal, vous allez forcément acheter des barres qui sont déjà plates, et pour qu'elles soient plates, elles ont été laminées à chaud. Donc du coup, il y a quelque part aussi une petite opération de forge là-dedans, même si c'est pas vous qui la faites. Du coup, ça clôt tout de suite le débat forge ou stock removal. Grosso modo, à un moment ou à un autre, il y a eu ces deux étapes.
Donc pour cette vidéo, moi je vais faire du stock removal. Pourquoi? Parce que je suis un débutant en forge, je suis vraiment pas bon là-dedans et j'apprends encore. Donc je me sens pas de donner des conseils là-dessus parce que j'ai pas de conseils à donner en fait. Pour l'instant j'en reçois et c'est tout. Donc là je me suis mis vers l'enclume, c'est juste pour prendre l'air parce qu'on va pas s'en servir du tout. On va s'en servir à un moment, en gros ça va être pour poser le couteau avant la trempe quoi. Et donc on va faire du stock removal, donc c'est-à-dire qu'on va prendre une barre d'acier, une barre plate d'acier sur laquelle on va dessiner le couteau, et ensuite on va enlever toute la matière autour pour pouvoir obtenir le couteau qu'on veut. En parlant d'acier, quelque chose de très important, c'est d'éviter la toute première erreur des débutants, c'est-à-dire de prendre n'importe quel bout de ferraille qui traîne et de faire un couteau là-dedans. Désolé, c'est pas aussi simple que ça marche pas comme ça. Pour faire un couteau, il faut que l'acier soit durcissable, qu'on puisse le durcir jusqu'à un certain point. Alors il me semble que j'avais vu sur un forum que la dureté minimale pour un couteau, ça devait être aux alentours de 55 HRC, donc 55 unités Rockwell C. La grosse majorité des couteaux qu'on va avoir vont avoir des duretés qui vont tourner grosso modo aux alentours de 60 HRC. Et avec ça, il y a un gros écart type de chaque côté. Tout va dépendre du couteau qu'on veut, etc. Et donc du coup, pour pouvoir durcir un couteau, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de carbone dans l'acier. L'acier, c'est du fer plus du carbone, donc plus d'autres éléments. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le carbone. Plus il va y avoir de carbone dans l'acier, plus celui-ci va pouvoir être durcissable à une dureté très forte. Il me semble qu'il faut au moins 0,45 pour pouvoir durcir de l'acier et même un peu plus que ça pour pouvoir avoir un couteau correct. Moi, ce que je vous conseille pour des débutants, c'est d'acheter du XOC 75 ou l'équivalent en norme américaine, ce que vous voulez. C'est du 1075. Pourquoi? Parce que c'est un acier qui est pas cher. Vous allez le trouver sur des sites comme Eurotechnie. Il me semble que la barre de 3 cm par 3 mm sur 1 mètre, ça vaut 4,50 €. Donc c'est vraiment pas cher. Par contre vous allez douiller en frais de port parce que l'acier c'est lourd et une barre ça vaut pas forcément le coup. Donc peut-être que vous trouverez quelqu'un pour vous dépanner là-dessus. Mais je vous conseille fortement d'acheter du XOC 75 parce que c'est facile à travailler en fait. Et que tel quel, vous allez savoir quel acier c'est, vous allez savoir quel traitement thermique faire dessus, et surtout il va vous être livré recuit, donc prêt à être travaillé à la main. Je sais que c'est un petit peu rédhibitoire pour des débutants, parce que parfois on veut juste essayer et investir dans une barre d'acier alors qu'on veut juste essayer quelque chose. Ça motive pas beaucoup parce qu'on se dit je vais payer une barre d'acier et 2 il va m'en rester beaucoup, si jamais ça me plaît pas, qu'est-ce que je vais en faire? Alors je sais, j'ai pas vraiment de solution là-dessus parce que je vous conseille vraiment pas d'utiliser de l'acier de récupération en tant que débutant. Pourquoi? Parce que la grosse majorité du temps, soit vous n'allez pas savoir quel acier prendre. En plus de ça, il n'y a aucun moyen d'être sûr à 100% de la nuance d'acier. Donc pour les traitements thermiques, vous ne serez jamais optimal. Et étant donné que cette vidéo s'adresse aux débutants, généralement même sur des nuances connues, les traitements thermiques sont loin d'être optimaux. Donc là, ça risque d'être catastrophique. Et je ferai plus de vidéos pour expliquer tout ça. Une autre vidéo au moins sur l'acier de récupération. Mais en gros, la plupart du temps, l'acier est soit pas plat, soit déjà trempé, ou les deux. Et du coup, il va forcément vous falloir soit une forge, soit des outils électriques pour pouvoir travailler tout ça. Utiliser de l'acier de récupération, c'est se compliquer la vie considérablement. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que l'idée de donner une nouvelle vie à un objet, ça me plaît. Mais c'est beaucoup plus compliqué que de partir d'une barre d'acier toute prête. Donc vraiment, je vous conseille et je vous incite très fortement à vous procurer d'une manière ou d'une autre une barre d'XOC 75. Autre chose, pendant que j'y pense maintenant, n'utilisez pas de l'acier inoxydable. Vous êtes débutant, vous n'avez ni l'expérience ni le matériel pour utiliser ça, et la plupart du temps, vous n'allez pas savoir ce que c'est si c'est de la récupération. On a parfois sur les groupes de coutellerie les gens qui utilisent de l'acier inoxydable qui sort d'une centrale nucléaire qui a été utilisée pour telle ou telle chose. C'est mort.
Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça a été utilisé dans une centrale nucléaire que c'est costaud. Ouais, ça a pas été utilisé pour un outil de coupe, donc à aucun moment vous pouvez savoir si ça va oui ou non être trempable et en faire un bon couteau. Et de toute façon, l'acier inoxydable, c'est compliqué à tremper, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hop, on est de retour dans l'atelier. Bon, il fait un petit peu sombre, mais on n'ouvre pas parce que sinon on va crever de chaud. Hop, ça c'est la boîte à lime, donc c'est ce qu'on va se servir le plus. Et ça c'est quelques couteaux en préparation. Tout ça là, bah, finalement on va pas s'en servir. Alors, maintenant qu'on a évité la première erreur de débutant, à savoir le choix de l'acier, on va éviter la deuxième erreur de débutant, c'est-à-dire faire des formes beaucoup trop compliquées pour un débutant. Donc là, je viens de prendre un morceau de chute d'acier, donc ça c'est du XC75, c'est du 4 mm, ça va être un petit peu plus épais et donc un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est pas très grave. Ici, l'idée c'est de ne pas être trop ambitieux. Souvent, les gens veulent se lancer dans la coutellerie en ayant une idée de couteau en tête, et des fois même c'est des épées, donc là c'est carrément de la folie. Vous ne pourrez pas avoir un bon résultat en voulant faire une épée, si c'est votre première fois à travailler avec de l'acier par exemple. Donc oui, comme je disais, l'idée c'est de ne pas être trop ambitieux et de faire une forme qui soit simple. Ne serait-ce que pour apprendre à se servir de vos outils, il faut que ce soit simple, il ne faut pas que vous ayez à inventer ou à imaginer de nouvelles façons de vous servir des outils pour arriver à votre fin. Ça c'est relativement simple, le manche est simple, il a l'air relativement confortable et surtout la forme de la lame est très très simple. Maintenant, quand vous allez faire votre dessin, soyez malin. On va tout couper à la main et donc ça va prendre du temps et de l'énergie. Donc l'idée c'est de faire le moins de découpes possible. Et pour ça, il faut placer notre dessin de façon intelligente pour ne pas avoir à trop galérer lors de notre découpe. Ici, on a déjà un bout qui est relativement plat. Donc on va caler le dos du couteau sur cette zone-là. Et de cette façon, on va s'éviter en fait toute la découpe du dos du couteau. Je vous recommande aussi fortement de faire un premier patron en carton ou quelque chose, ne serait-ce que pour avoir une idée de si votre couteau sera oui ou non confortable. Là je sais que ça va aller parce qu'avec l'expérience on sait quelle ou quelle forme va marcher, mais au début ça peut être un petit peu... on peut s'embrouiller assez facilement. Ici on va vouloir couper notre pointe. Et j'ai utilisé un morceau de cuir pour serrer le couteau et de façon ça va limiter le bruit et les vibrations qui vont se créer. Je vais aussi baisser au maximum ma lame, comme ça va encore moins vibrer et ce sera mieux tenu. Voilà, donc maintenant qu'on a découpé tout ce qu'on pouvait découper, on pourrait encore aller plus loin, hein, mais après j'ai pas la précision nécessaire, je pense pas. Maintenant on va limer tout l'excès, donc vous voyez que là j'ai découpé au maximum, y compris dans le passe-doigt, pour pouvoir laisser le minimum de métal possible à enlever après. Donc là on va utiliser les limes plates pour toutes les parties plates ou convexes, enfin qui ont une concavité dans ce sens-là, et pour toutes les parties qui sont concaves, donc comme là et là, on va utiliser une lime ronde ou demi-ronde. Je vous avais dit que je vous montrerais comment fabriquer un pseudo-étau avec deux serre-joints. Un premier qui tient la lame en position verticale, comme ça, et un deuxième qui tient le premier. De cette façon, ça peut plus bouger. Bon, voilà où on est. C'était long. Non, sans blague, vraiment. Là, j'ai fait le profil du couteau.
Et ça, d'ordinaire, il me faut, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes grand max. Ça doit faire bien plus d'une heure que je suis dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, je fais des erreurs et je vais vous en faire part. Première erreur, prenez du 3 mm. Vraiment, ou du 2,5 même, carrément, on s'en fout. Vraiment, prenez un truc fin, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Deuxième erreur, mettez des manches sur vos limes. Faites pas comme moi je m'en sers relativement peu souvent, donc je mets pas de manches dessus. Si je faisais ça assez souvent et si vous voulez gagner en efficacité, mettez des manches. Troisième erreur, faites attention à bien utiliser des limes qui sont efficaces et qui sont pas trop usées. Moi j'ai la chance d'avoir un ami qui m'en a envoyé et elles sont neuves en fait, pour faire simple. Et ensuite vous avez remarqué que j'ai passé tout le tour du couteau en tiré en long avec les limes. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me faciliter le travail quand il va falloir polir le couteau après, notamment tous les côtés. C'est quelque chose qui est rapide à faire comparé au reste, donc faites-le. Vous allez voir, ça va vraiment vous rendre service quant au polissage du couteau après. Voilà, maintenant on va percer les trous, ensuite on fera les émoutures, ensuite je pense qu'on va faire un petit guillochage. Voilà, donc je fais les comptes rendus ici à l'extérieur, même s'il fait beaucoup plus chaud, parce que sinon la vidéo va être assez longue et pénible. Vous allez finir par connaître toutes les taches de peinture de mon étau par cœur. C'est pas une vidéo qui est très dynamique, mais ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Et j'ai oublié justement à quel point ça prenait du temps. Mais bon, voilà, ça se fait, hein, faut pas se laisser décourager. C'est une question de patience. Ah oui, et aussi, si vous voulez faire du sport, laissez tomber les conneries, la salle, tout ça. Coupez simplement du métal avec une scie à métaux et vous allez comprendre. Donc j'ai percé mes trous. Alors, avant de percer vos trous, il faut impérativement que vous sachiez quel matériau vous allez utiliser pour les rivets. Donc moi, j'utilise la plupart du temps, c'est des tiges de soudure. Grosso modo, tout ce qui a une section cylindrique, ça marche. Ça peut être des rayons de vélo, ça peut être des clous, ça peut être des clous en cuivre, inox, du fil de ce qu'on veut, du moment que c'est un peu rigide et qu'on peut y mettre droit. Tout ce qui est cylindrique, même d'autres matériaux que du métal, hein. Après c'est la colle qui va s'en charger. L'avantage des métaux, c'est que tant qu'ils restent dans leur état mou, après on peut mater les rivets et ça va nous apporter une solidité en plus quant à la fixation du manche. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous devez mesurer le diamètre de ce qui vous servira à rifter le manche après, enfin ce qui vous servira de rivet, et vous devez percer au même diamètre. Vous ne devez pas percer en dessous parce que ça passera pas, c'est pareil évident. Vous pouvez à la rigueur percer un poil au-dessus pour les fixes, j'entends, pour les couteaux fixes. Parce que après la colle va servir de fixer le rivet en place, mais bon, c'est quelque chose que j'apprécie pas faire. En général, je le fais si jamais l'acier est vraiment trop dur pour être percé avec un rivet petit. Comme ça, enfin pour être percé avec un foret de faible diamètre, comme ça on peut en quelque sorte forcer le foret à travers le trou comme ça, parce que justement il est un peu plus costaud. Mais c'est pas une bonne chose à faire, hein. Donc foret du même diamètre que votre rivet. Voilà, et maintenant il nous reste à faire les émoutures. Ça aussi ça va être assez long. Voilà, les émoutures sont terminées. J'ai fait un casse-goutte
et j'ai tout tiré en long, ce qui devrait me faciliter les étapes de polissage par la suite. On va faire un rapide petit guillochage. Le casse-goutte, à quoi ça sert? Ça a plusieurs fonctions. La première, comme son nom l'indique, si jamais il y a un liquide qui coule le long du tranchant, ça va s'arrêter là et ça va éviter que ça coule vers votre main. La deuxième utilité, qui est à mon sens la plus importante en fait, c'est que lorsque vous allez devoir affûter votre couteau, ça va permettre de laisser une petite place en fait pour la pierre à affûter. Et du coup, ça va grandement vous faciliter l'opération. Voilà, voilà. Donc là, le couteau, donc c'est juste fait à la lime. Hein. Mes émoutures sont vraiment pas jolies. Elles sont pas très hautes. Ça va pas être un couteau qui va bien couper, hein, mais au moins il sera solide, ça c'est sûr. Ça nécessite un certain niveau de patience que je n'ai pas et j'ai pas. On peut se fabriquer une sorte de guide d'émouture spécial pour la lime, mais je me voyais pas en fabriquer un juste pour cette vidéo parce que après je vais pas m'en servir. Mais c'est faisable, vous pouvez vous en fabriquer. Donc maintenant, ouais, je vais faire du guillochage et ensuite demain on fera du polissage sur la lame et ensuite on sera prêt pour la trempe. Alors maintenant qu'on a fini le travail à la lime, je pourrais encore monter les émoutures un peu plus haut, hein, mais c'est vraiment fatigant et j'ai pas le courage d'aller plus haut. Donc bon bah, au moins il sera costaud on va dire. Faut faire attention à pas laisser trop épais au niveau du tranchant, parce qu'on ne pourra pas le retoucher à la lime après, étant donné que notre acier sera durci, ça va endommager nos limes. Donc du coup, il ne faut pas laisser trop épais. Moi, je laisse environ 0,5, voire un petit peu moins, environ 0,5 mm. Et si vous laissez moins que ça, vous risquez de faire tordre la lame, voire de la casser, si jamais, au moment de la trempe, quoi. Donc voilà, ça, il faut y faire attention. Et avant de la tremper, on va passer à l'étape de polissage. Pourquoi on fait ça maintenant? Parce que l'acier est encore dans un état qui est assez mou. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus facile d'enlever les marques de lime maintenant plutôt qu'après après la trempe. Alors pour ça, il faut bien faire attention à deux choses. La première, c'est de ne pas être trop ambitieux, c'est-à-dire de commencer avec du papier qui soit trop élevé. Étant donné que là, c'est des marques de lime qu'on a, c'est assez profond, donc il faut pouvoir bien attaquer l'acier, du moins pour le premier grain. Donc là, j'ai du grain 80 et je vais essayer d'attaquer avec du grain 120. Je pense que ça va être un petit peu léger, donc du coup, je vais sûrement me rabattre sur du 80. Donc c'est une étape qui n'est pas nécessaire. Hein. En soi, un couteau peut très bien ne pas être poli, simplement c'est moche s'il n'est pas poli. Et c'est aussi une des erreurs classiques qu'on a chez les débutants, un manque de finition, que ce soit sur la lame ou sur le manche. Et bien souvent, l'excuse qu'on a en retour, c'est je voulais faire un couteau rustique. Alors à tous les débutants qui veulent se lancer là-dedans, franchement, arrêtez avec cette excuse, parce que c'est ce que c'est une excuse et pas une justification. Il faut bien faire la différence entre un couteau rustique et un couteau qui manque de finition. Un couteau qui est rustique, il est bien travaillé, les lignes sont bien définies, en général c'est une finition machine qui est faite avec, donc ça veut dire que les émoutures sont propres, elles ont probablement été faites par quelqu'un qui sait les faire, et avec un grain approprié et qui a été choisi pour ça. Dans un couteau qui manque de finition, en général on a des rayures un petit peu dans tous les sens, les lignes sont un petit peu moins bien dessinées, voire franchement moins bien. Et parfois le polissage a été commencé et ensuite la personne s'est rendue compte que ça allait être trop long, donc elle a laissé tomber. Ça, on fait pas ça. Soit on fait quelque chose, soit on ne le fait pas. On ne fait pas les choses à moitié, sinon c'est pire que si on n'avait rien fait. Et surtout, quel que soit le style de couteau que vous voulez avoir, que ce soit rustique ou bien travaillé, il faut que votre manche soit polie. Il y a forcément un moment où vous allez devoir vous attaquer aux manches et y faire un certain travail à la main, ou du moins avec un grain assez fin. Parce que sinon votre couteau sera pas confortable et vous risquez même de vous faire, d'avoir des échardes avec si vraiment vous avez des marques de lime ou quoi que ce soit dessus qui n'a pas été enlevé. Donc votre manche doit forcément être polie, que vous vouliez un couteau qui soit rustique ou non. Voilà.
Donc nous on va s'attaquer au polissage maintenant, et donc le but là c'est pas de monter un polissage miroir, parce que lorsqu'on va tremper, ça va noircir le couteau, et du coup on va devoir tout recommencer. Donc ici le but ça va simplement de t'enlever toutes les marques de lime et de monter jusqu'à un grain. Je pense que je vais m'arrêter au 240 ou au 360, histoire de ne pas monter trop haut et de pouvoir rattraper ça facilement après la trempe. Pour le polissage, il faut bien faire attention à 2 choses en particulier, voire 3. La première, c'est qu'il ne faut pas simplement attacher son couteau et polir comme ça, parce que si votre couteau est un peu fin, en fait, il va plier sous le poids sous l'effort que vous allez mettre. Et que ce soit avant la trempe, c'est un souci parce que ça fait que votre couteau va pas être droit. Après la trempe, normalement, les traitements thermiques, l'élasticité va faire qu'il va revenir à sa place, grosso modo. Le problème, c'est que toute l'énergie que vous allez utiliser à plier votre couteau, c'est de l'énergie qui ne va pas passer dans votre polissage. Donc c'est une perte de temps et d'énergie. Et surtout, on ne polit pas juste avec la main, ça sert à rien. Vous n'arriverez pas à appuyer de façon homogène, consistante et suffisamment forte. On utilise des cales à poncer. Donc moi c'est simplement des barres en métal mou que j'ai un petit peu travaillé pour que ce soit suffisamment rigide. Et là j'ai une pièce de cuir. Vous pouvez utiliser un bout de bois ou ce que vous voulez, il faut juste que ce soit suffisamment rigide. Sachant qu'à la longue, le bois va se creuser, le cuir aussi va se creuser, donc le mieux c'est une barre en acier. Certains utilisent des limes sur lesquels ils enroulent du papier de verre. Je déconseille de faire ça parce que si jamais le papier de verre se déchire, vous allez rayer. En fait c'est votre lime qui va attaquer votre acier, donc vous allez rayer votre couteau et ce sera tout à recommencer. Donc voilà. Aussi, si votre papier est censé être utilisé avec de l'eau, utilisez de l'eau, parce que sinon il marchera moins bien forcément. Et à propos de papier de verre, utilisez surtout du papier qui est censé être utilisé sur de l'acier. Si ça doit être utilisé pour de la peinture ou du bois ou quoi que ce soit, ça n'attaquera pas efficacement l'acier. Du coup, vous allez perdre votre temps. J'ai terminé le polissage, du moins pour la partie avant la trempe, il m'en restera un petit peu après la trempe. Là je suis au grain 320 je crois, je sais plus trop, il me semble que c'est du 320. De chaque côté et sur le dos. J'ai aussi pris soin de polir cette partie, parce que après ça va être chiant en fait à atteindre. Voilà, donc c'est pas un polissage parfait, mais au moins ça m'a permis d'enlever toutes mes marques de lime et les plus grosses rayures. Comme ça j'ai un aspect qui est relativement propre. Et donc du coup il me restera juste à passer un coup de 400 après la trempe et j'estimerai que le polissage sera bon. Je vais juste prendre le temps de remettre un coup de lime tout le long du tranchant parce que le polissage a affiné un petit peu tout ça et j'ai vraiment pas envie que ça casse avec tout le temps, après tout le temps que j'ai mis là-dedans. Alors, notre couteau est prêt, il est poli, le guillochage est terminé, et tout l'enlèvement de matière que l'on voulait faire est fait. Alors vient le moment fatidique de la trempe, donc une étape qui souvent fait peur au début, surtout quand on ne l'a encore jamais fait. Parce que c'est là que le couteau peut tordre ou casser et qu'on va jeter des dizaines d'heures de travail. Peut-être pas des dizaines à ce stade-là, mais plusieurs heures de travail. Alors, comment s'y prendre? Je vais faire quelque chose de simple, parce que ici, c'est un tutoriel qui vise surtout les débutants. Et l'idéal, c'est de ne pas vous embrouiller et de ne pas vous perdre. Donc, ici c'est du XC75 qui se trempe à l'huile. Certaines personnes, certains débutants, souvent, ne veulent pas utiliser de l'huile pour une raison mystérieuse. Et ils veulent absolument faire ça dans de l'eau. Alors, je pense que c'est probablement la flemme qui les motive. Flemme d'aller acheter une bouteille d'huile. Alors, à ça, je répondrai qu'on a déjà plusieurs heures, voire dizaines d'heures là-dedans. Et je vais certainement pas jeter plusieurs heures de travail pour une bouteille d'huile qui coûte quelque chose comme, allez, 1, 2, 3, 4 euros si on veut. Voilà, donc à vous de jauger ce que vaut votre temps et vos efforts. Mais franchement, il vaut mieux faire ça dans de l'huile. Vous aurez beaucoup moins de risques de casser la lame. Donc souvent on me demande quelle huile utiliser. Ne vous cassez pas la tête, prenez de l'huile végétale, donc là c'est marqué huile couteau. Hein. Alors surtout pas d'huile de moteur, pourquoi? Alors première chose parce que d'un point de vue technique,
il me semble que c'est ça, le coefficient de dissipation thermique de cette huile n'est pas constant. Ça veut dire que votre couteau ou les différentes parties de votre couteau ne vont pas refroidir à la même vitesse, et ça à cause de l'huile. Donc ça peut engendrer plein de problèmes, notamment au niveau de tout ce qui est une lame qui se tord, qui casse ou qui est plus dure à des endroits que d'autres. Faites ça avec de l'huile végétale, tout ce qui est de plus simple, du colza, ça va très bien par exemple. Et vous cassez pas la tête, vous allez dans le premier supermarché, vous prenez une bouteille d'huile de colza et vous vous en servez pour ça. Le récipient, utilisez un récipient en métal ou au moins un truc en bois ou un truc du genre. Surtout pas de plastique. Pourquoi? Parce que si jamais votre huile monte très chaud ou que votre lame touche le plastique, soit pendant qu'elle est en train de refroidir, soit avant d'être dans l'huile, ça va la percer. Et ça va percer votre récipient. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une cascade d'huile en feu qui s'échappe de votre récipient. Ça va être un très très mauvais moment, croyez-moi. Donc utilisez un récipient, c'est souvent des vieilles casseroles, des trucs comme ça. Ici c'est un extincteur que j'avais vidé et coupé en deux, donc c'est surtout parce que j'ai l'habitude maintenant et je me suis fait une petite échappatoire pour vider tout ça. Voilà, pour l'huile c'est fait. Et maintenant, comment on fait ça? Alors déjà, à quelle température on va devoir chauffer? Ici c'est du XC75, vous trouverez les informations dans la fiche technique du fournisseur, mais 800 degrés c'est une bonne température. Il me semble que c'est entre 790 et 820 ou 10 degrés, quelque chose comme ça. En fait, vous pouvez déterminer la température de plusieurs façons. La première, c'est si vous avez un four de trempe, normalement avec une sonde thermique, etc., ce sera noté dessus. Mais ici c'est un tuto pour débutants, donc il y a de très fortes chances que vous n'en ayez pas. Vous pouvez aussi vous aider de la couleur de l'acier, de l'incandescence en fait, mais ça va varier en fonction de la luminosité. Ici, on est en plein milieu de l'après-midi, donc au maximum de la luminosité, et c'est vraiment pas idéal pour tremper, enfin c'est même la pire situation parce qu'on ne verra pas les couleurs. C'est-à-dire que votre acier qui sera à plus de 800 degrés, vous le verrez noir, comme le bloc là, il n'y aura aucune incandescence parce qu'il y a plus de lumière ambiante que de lumière qui est dégagée par l'acier. Donc il faut idéalement attendre le soir où vous générez un coin d'ombre, et moi dans ma forge j'arrive à me générer un coin d'ombre et j'ai fait des tests, etc. Donc je sais que mes températures sont bonnes. Après c'est l'expérience qui vous le dira. Donc ne vous fiez pas trop à la couleur, surtout si c'est votre première trempe. Pour déterminer la bonne température, moi je vous conseille d'aller voir la vidéo de Lanceur de Lame qui a fait il y a peu de temps une vidéo sur les traitements thermiques et elle est très très bien expliquée. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo là, et qui explique que lorsque l'acier atteint une certaine température, il n'est plus magnétique, et c'est dû à un changement de structure dans l'acier. Et quand l'acier n'est plus magnétique, on peut le refroidir brutalement rapidement, donc en le trempant dans de l'huile. Et ça va avoir pour effet de changer encore une fois la structure de l'acier et de l'amener à un état de martensite, il me semble, qui est une structure très dure, et c'est ce qu'on veut pour avoir de l'acier trempé. Donc en pratique, si vous voulez déterminer la température à laquelle il faut tremper, vous avez juste à chauffer votre acier, à vérifier de temps en temps avec un aimant qu'il attire toujours l'aimant, et lorsqu'il n'attire plus l'aimant, vous vérifiez que la couleur soit bien homogène, puis vous trempez. Alors, si vous faites ça, vous allez effectivement obtenir une lame trempée, mais en pratique, les températures de trempe sont toujours supérieures à ce qu'on appelle le point de Curie, donc le point où on perd le magnétisme, parce que cette température-là n'est pas assez élevée pour obtenir toute la transformation maximale, donc pour obtenir la dureté maximale à la fin. Donc en pratique, on chauffe un tout petit peu plus. Donc lorsque votre couteau ne sera plus magnétique, vous avez juste à le laisser quelque chose comme 1 ou 2 secondes de plus, vous lui faites faire quelques allers-retours au-dessus de votre point de chauffe, et vous pouvez le tremper. Donc vous trempez ça dans l'huile, vous pouvez remuer un petit moment, évitez de remuer droite-gauche, faites ça plutôt comme si vous vouliez couper dans l'huile. Et en général on laisse ça 10-15 secondes. Une fois que c'est fait, vous pouvez sortir le couteau
et allez le placer aussi rapidement que possible dans un four de cuisine ou dans n'importe quoi qui puisse tenir une température relativement précise et assez longtemps. Et ensuite on va faire nos cycles de revenus. Alors moi personnellement ce que je fais, c'est un premier cycle à 200 degrés. Je fais ça pendant 1 heure, ensuite je refroidis le couteau, donc vous pouvez soit le refroidir dans l'eau ou soit le laisser refroidir lui-même jusqu'à la température ambiante, ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Et vous pouvez ensuite refaire un deuxième cycle, moi c'est ce que je fais, en général je le fais un petit peu plus court, entre 30 et 45 minutes, et là j'ajuste la température en fonction de la dureté finale que je veux. Ici pour un petit couteau vous pouvez faire 2 cycles de 1 heure chacun à 200 degrés, il n'y aura aucun problème. Ça devrait faire quelque chose de bien. Maintenant, la forge en question. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir une forge, hein. Vous pouvez vous en fabriquer une, c'est pas si compliqué. D'ailleurs, dans la vidéo de Lanceur de Lame, Lanceur de Lame a fait une vidéo qui explique comment il fabrique une forge, et c'est assez simple à faire. Moi voilà, c'est une bouteille de gaz qui a été coupée en 2, donc faites attention quand vous faites ça, hein, parce qu'il peut rester du gaz à l'intérieur, donc faites pas ça sans quelqu'un qui s'y connaît pour de vrai. Mais il y a beaucoup plus simple, vous pouvez faire ça dans un barbecue ou à même le sol, en faisant bien attention à ne pas foutre le feu à toute la végétation qu'il y a autour, hein, on est bien d'accord. Du moment que vous avez un endroit pour contenir le feu et que vous soufflez dessus d'une manière ou d'une autre, donc ça peut être un sèche-cheveux, moi ici j'ai une soufflerie qui est reliée à un variateur. Si vous faites ça, après ça va monter en température. Ce que vous pouvez utiliser comme combustible. Moi personnellement j'ai du charbon de forge, j'ai travaillé pendant longtemps avec du bois, genre du bois normal sec que j'avais fait sécher, du bois de chauffage, sauf que c'est très encombrant, donc il faudrait tout couper en petits cubes comme ça, et il y a certains bois qui font très peu de cendres, enfin très peu de braises pardon, donc c'est pas très pratique, mais ça marchera, hein. Vous pouvez faire un feu de bois et attendre qu'il y ait des braises et ensuite chauffer avec ça. Le plus simple, c'est d'acheter du charbon comme pour les barbecues, vous trouverez ça dans n'importe quel supermarché. Et vous faites un bon lit de braise avec ça et ensuite vous chauffez. Voilà, donc là je pense que je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir réussir votre première trempe, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Alors voilà ce qu'on obtient en sortie de trempe. Donc évidemment notre couteau a été exposé aux flammes et à l'oxygène, et avec la chaleur tout ça, ça l'a oxydé. Donc cette couche noire qu'on observe dessus, c'est normal. Et tout ça, il va falloir évidemment le retirer après. À moins qu'on veuille laisser ça comme finition, même si je trouve pas ça forcément très joli, surtout sur un couteau de ce type-là. Mais il va falloir qu'on l'enlève. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas monté trop au polissage avant la trempe, parce que ça veut dire que là on va avoir à nouveau du travail à faire, et si on était monté jusqu'à un poli-miroir, ça aurait été complètement inutile, puisqu'il aurait fallu tout refaire. Ce qui est important de vérifier lorsque vous sortez votre couteau de l'huile, enfin une fois qu'il est suffisamment froid pour être touché, hein, avant le revenu, vous passez un coup comme ça. Ça a un bruit très caractéristique. Et on sent que ma lime vraiment elle glisse dessus. J'ai beau forcer, elle n'accroche pas. Ça veut dire que mon acier est plus dur que ma lime. Donc là j'ai vraiment une bonne trempe. Et c'est la preuve que ma trempe a réussi, hein, mon acier est bien dur. Et on peut même comparer. Vous voyez, ici ça accroche la lime, alors qu'ici ça glisse dessus sans aucun problème. Ici on a une petite tache grise, et c'est en fait la structure de l'acier, c'est la martensite. On la voit parce que au moment de la trempe, ça a enlevé, ça a décapé un petit peu l'oxydation. Donc c'est la couche noire, et sous cette couche noire, on a en fait cette couche grise uniforme, pardon, qui est en fait la vraie couleur de l'acier. Donc parfois ça se voit bien, hein. Sur ce couteau par exemple, on a une jolie couleur, couleur uniforme comme ça. Parfois c'est un peu plus discret, je suppose que ça va dépendre de l'état de surface de l'acier avant la trempe. Ça doit aussi dépendre de la température. En général, quand votre couteau est surchauffé, on voit bien la martensite, parce que le choc a vraiment décollé, le choc des températures a vraiment décollé toute l'oxydation. Donc si vous le voyez, vous savez que votre couteau est trempé.
Mais si vous n'y voyez pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas trempé. Il suffit de passer un coup de lime, on voit que c'est fait. Voilà, donc maintenant, il faut faire le revenu et je vous ai déjà donné la recette juste avant. Donc, j'en ai profité pour noircir le couteau et poser ma marque. Si c'est votre premier couteau, vous n'allez probablement pas avoir besoin de mettre votre marque dessus, hein, parce que ça me paraît un petit peu ambitieux, voire presque prétentieux en fait. Sinon, peut-être qu'avec une Dremel ou un truc du genre, vous arriverez à graver vos initiales. Pour ce qui est de la coloration du couteau, moi je vais utiliser une solution de bleuissage comme celle qu'on utilise pour les canons des armes. Vous pouvez faire une patine avec énormément de choses, il y a énormément d'acides qui existent, de solutions oxydantes. Ce qu'on utilise beaucoup en coutellerie, c'est du perchlorure de fer, mais vous pouvez aussi faire ça avec du vinaigre blanc, tout simplement. Vous avez juste à laisser votre lame, dégraisser la lame, et à la mettre dans du vinaigre blanc. Vous le laissez quelque chose comme plusieurs heures ou une nuit, et vous verrez que elle va être bien noircie après. Ça a pour avantage de protéger un petit peu la lame contre la rouille. Ça nécessitera quand même un entretien régulier, mais c'est déjà ça de gagner. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Ça nous amène à une autre erreur classique de débutant, c'est-à-dire le matériau pour le manche. Pour ça, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel bois. On ne peut pas juste prendre le premier bout de bois qui traîne. C'est exactement comme pour l'acier, on ne prend pas n'importe quoi. Le sapin, le pin, le bois de palette, vous oubliez. C'est nul, ça sert à rien et c'est impossible de faire un manche avec ça. Alors, c'est pas une impossibilité mécanique, hein. Bien évidemment qu'on peut coller du bois sur du métal, ça peut se faire, mais ça sert à rien. Si vous utilisez du pin ou un truc beaucoup trop mou pour ça, à ce compte-là, ne mettez pas de manche, ce sera tout aussi bien, ce sera même mieux. Si vous utilisez un bois beaucoup trop mou, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va s'encrasser très très vite et il va s'abîmer à une vitesse folle. Dans les premières minutes qui vont suivre l'utilisation du couteau, votre manche sera déjà sale. Donc ça sert à rien. Ce sera du travail de mis à la poubelle et voilà, ce serait dommage. Donc évidemment vous allez trouver des exceptions, hein, des gens qui utilisent du bouleau, du pin, etc., des trucs comme ça, sauf que la plupart du temps ce sont soit des bois mous qui ont été stabilisés, donc en fait qui ne sont plus mous parce que la résine leur a donné une certaine dureté, soit ce peuvent être des bois qui viennent typiquement des pays nordiques, donc qui grandissent beaucoup plus lentement que ceux de nos contrées, et donc qui sont aussi beaucoup plus costauds, beaucoup plus durs. Donc pas de pain, pas de bois de palette, vous pouvez utiliser des bois durs. En général, les arbres fruitiers sont plutôt une bonne chose. Moi j'ai du cerisier, j'ai du mirabellier, du noyer. Le chêne étant un des bois qui a un bois très dur et qu'on peut facilement se procurer en général. Là, le bois qu'il y a là, c'est du cypaux, j'en ai en grande quantité et c'est utilisable. C'est en gros comme du platane, sauf que c'est coloré. Même si ça reste un bois qui est assez mou, on est dans la limite de l'utilisable en fait, à mon sens. J'en utilise parce que j'en ai en grande quantité, parce que c'est facile à travailler. Et voilà. Après pour les rivets, vous utilisez ce que vous voulez du moment que c'est au même diamètre et que c'est circulaire et métallique. J'ai protégé la lame pour pas qu'on ait de rayures le temps qu'on travaille sur le manche. Mes plaquettes sont bien plates, donc comme ça je vais pouvoir... ça va m'éviter d'avoir des jours lorsque je vais mettre tout ça en place. Maintenant c'est le moment de couper les rivets pour avoir la longueur. Hop, hop. Moi j'ai toujours un petit peu de marge parce que je vais mater mes rivets. Hop là. Voilà, donc moi je coupe tout à la pince coupante. Ce qui fait qu'on va se retrouver en fait avec une bavure tout le tour. Et c'est très important d'enlever cette bavure parce que si vous percez, comme vous allez percer pile poil au bon diamètre, cette bavure en fait elle va frotter tout le long du passage dans le bois et elle va vous arracher les fibres du bois lorsque vous allez sortir à l'extrémité.
Donc c'est très simple, hein, il suffit de prendre soit un peu de papier de verre, soit une lime, il faut juste casser cette bavure, c'est très important. Alors pour percer, c'est très important de décider quelle plaquette va être la droite ou la gauche et de décider quel côté seront les intérieurs. Ici, si je mets ça comme ça, je vois que j'ai pas de jour, donc du coup, ces côtés-là vont être à l'intérieur. Je l'ai marqué avec un I. Donc je vais percer une plaquette avec le couteau dans cette position et une plaquette avec le couteau dans cette position. Comme ça, je suis sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux. Il y a un ordre à savoir lorsqu'on veut percer des plaquettes. On ne peut pas juste percer les deux trous comme ça parce que dans 90% du temps, si vous tenez mal le truc, ça ne va même pas s'aligner après, ça va être la catastrophe. Il faut percer votre trou, mettre le rivet à travers le couteau et la plaquette, comme ça ce trou-là ne bougera pas, et ensuite vous pouvez percer avec l'autre. Là aussi, on va essayer d'être malin, étant donné qu'on travaille uniquement tout à la main, on va essayer de se faire le minimum de travail possible. Donc on va caler le couteau le long du bord en laissant un tout petit peu de marge. Et ensuite, on va pouvoir percer, en essayant d'être le plus droit possible. J'ai fait mon premier trou, je pose mon rivet. Comme ça, là, ça bouge tout ensemble et je sais que mon rivet est forcément aligné avec le reste. Donc cette plaquette est faite. Maintenant, je place le couteau dans l'autre position, sur l'autre plaquette. Même chose, on essaie de le placer intelligemment. Donc là, c'est le devant de nos plaquettes. Et là, en fait, on va avoir la continuité de la lame. C'est très important que l'on polisse maintenant le devant des plaquettes parce qu'une fois que notre lame sera accrochée là, il n'y aura aucun moyen qu'on puisse venir polir ça sans rayer la lame. Donc il faut qu'on le fasse maintenant. Voilà, c'est enfin le moment de coller notre couteau. Alors, il va falloir que tout soit prêt. Parce qu'en général, c'est un petit peu le rush et il faut faire ça rapidement. D'abord, parlons de la colle. Il existe énormément de colle que vous pouvez utiliser pour les couteaux. J'ai déjà vu des gens faire ça avec de la super glue. Je ne le recommanderais pas parce que c'est cassant la super glue. Et c'est ce que je faisais au début pour mes tout premiers couteaux. Mais je matais mes rivets. Donc ça veut dire que même si ma colle cassée un jour ou un autre ne tenait plus, mes rivets allaient maintenir mes plaquettes en place. Donc disons que, à mon sens, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle du moment si vous matez vos rivets, ça ne posera pas de problème. Il y a même des gens qui utilisent pas de colle du tout et qui ne font que mater leurs rivets et ça tient. La preuve que ça tient, c'est qu'on retrouve énormément de couteaux, etc. dans nos musées et à l'époque, il n'y avait pas de colle. Donc tout était rifté et ça marche. Vous pouvez utiliser comme moi du mastic-colle. Ça coûte pas très cher, vous en avez en grande quantité et ça colle très bien le bois sur du métal. Par contre, ça a une texture un petit peu comme de gomme en fait. Donc ça se ponce pas bien. Le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est l'époxy ou la colle bicomposant. Parce que c'est de la résine, donc déjà c'est très très solide du moment que vous faites le dosage et le mélange correctement. Et en plus, comme c'est de la résine, ça peut se poncer et ça peut permettre de combler les petits jours que vous pouvez avoir dans votre manche. Par contre, dans l'époxy, vous allez souvent trouver dans les magasins de l'époxy à prise 1 minute ou à prise 5 minutes, etc. Alors la prise 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est bon. Vous n'y touchez pas parce que vous n'allez pas avoir le temps de tout mettre en place. La prise 5 minutes, vous pouvez l'utiliser. Par contre, vraiment, il va falloir être rapide. Il faut que vous soyez sûr à 200% que tout s'aligne parfaitement et que vous allez pouvoir mettre en place donc, vos plaquettes, les enduire, mettre les rivets, enduire les rivets, mettre le couteau, assembler tout ça et poser vos serre-joints. Et ça très rapidement. Et attention, c'est une prise au bout de 5 minutes. Ça ne veut pas dire que la colle reste liquide pendant 5 minutes. Ça ne veut pas dire que vous avez 5 minutes de temps de travail.
vous avez 1 à 2 minutes de temps de travail, le temps que ça devienne vraiment visqueux, gélatineux, et après que ça colle partout. Si c'est déjà visqueux lorsque vous allez compresser, ça ne va pas s'échapper correctement, et ça peut justement vous créer des poches de colle qui vont empêcher que ce soit tout parfaitement plat et bien aligné. Donc il faut être très très rapide si vous utilisez du 5 minutes. C'est pour ça que moi je préfère utiliser ça, ça met plusieurs heures à sécher. En général je colle mon manche et ensuite j'arrête de bricoler pour la journée. Je m'y rattaque le lendemain. Je m'y rattaque le lendemain si c'est un couteau en plat de semelle comme on a fait là, et je laisse 2, 3 voire 4 jours à sécher si c'est des couteaux avec des soies cachées à l'intérieur. Quelque chose d'important à faire ici, c'est d'augmenter l'adhérence de notre manche. Donc pour ça, moi je place mon doigt là où il y a le dernier rivet, parce que je sais que mon manche va aller forcément plus loin que mon dernier rivet. Et ensuite je prends du papier de verre assez agressif. Et voilà, ça permet de blanchir un peu l'acier, on nettoie un petit peu tout ça, donc vous pouvez utiliser du dégraissant, etc. Parce qu'il faut que la surface soit propre et sèche. Donc un coup de dégraissant, et là en fait ça permet d'avoir une structure bien rugueuse, et du coup la colle va bien accrocher. Même chose de l'autre côté. Pour les plaquettes du côté intérieur, on va faire la même chose, mais pas avec du papier de verre, parce que si jamais on vient avec du papier de verre et qu'on arrondit nos bords, tout notre travail d'aplatir les plaquettes avant aura été jeté en l'air. Donc on vient avec un ciseau ou ce que vous voulez, là c'est un cutter, et on coupe à l'intérieur. Bien évidemment, il faut faire attention à ce que vos plaquettes ne passent pas sur le scotch qui est ici, hein, sinon vous allez coincer du scotch à l'intérieur et ce sera impossible à l'enlever. Hop, on serre comme il faut et normalement tout se passe bien. Ici il y a encore un petit peu de jour, donc je vais poser un autre serre-joint pour m'aider à bien fermer tout ça. Et là c'est pas terminé parce qu'on a de la colle qui déborde là, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas pouvoir accéder à cette zone après, donc il faut qu'on l'enlève maintenant. On l'enlève maintenant parce qu'elle n'est pas encore sèche, elle est encore malléable et on peut l'essuyer facilement. C'est pour ça que là, si on avait uniquement 5 minutes, la colle serait déjà dans un état très visqueux et ce serait très compliqué de l'enlever. La colle a eu le temps de sécher, donc maintenant on va enlever l'excès de rivet. Personnellement, je vais aller mater mes rivets. Si vous n'avez pas l'habitude, je pense que c'est pas une bonne idée de le faire sur votre premier couteau. Il faudrait mieux s'entraîner sur un bout de ferraille sur lequel vous avez percé un trou et mis un bout de bois, parce que au début ce qui arrive souvent c'est qu'on casse les plaquettes et on n'a pas envie que ça nous arrive aujourd'hui, hein. Donc il faut qu'on enlève tout le bois. Pour ça je vais utiliser une lime à bois, sauf à cet endroit là, à l'extrémité des plaquettes en fait, parce que la lime à bois va avoir tendance à arracher les fibres. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'extrémité, ça risque de vous arracher le bois qui est déjà collé. Là, ce qui va tenir votre bois, c'est la colle et le bois qui est autour, en fait. Donc quand vous allez arriver à l'extrémité, ici, il n'y aura plus de bois pour le supporter, donc ça risque de vous arracher ici. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut faire ça avec une méthode bien plus douce qu'une lime à bois aussi agressive. Donc une lime classique comme pour le métal, ça ira très bien. Vous voyez, j'ai arraché une grande fibre. Mais c'est pas grave parce que ça s'est cantonné en fait à la limite, parce qu'il y a du bois autour et il y a la colle. Alors que si cette grande fibre elle était à cet endroit-là, on serait mal en fait. Autre chose qu'on voit assez souvent sur les couteaux de débutants, c'est que le manche est laissé carré tel quel comme ça. Alors oui, vous pouvez vous en servir, par contre ça va être très très désagréable. Donc vraiment, prenez vraiment bien soin et bien le temps de bien arrondir tous ces angles. C'est dommage de se retrouver avec un truc bloc comme ça, qui va être très peu confortable, alors qu'on peut avoir beaucoup plus de confort avec très peu d'efforts en plus.
Maintenant, le couteau est presque terminé, il ne nous reste plus qu'un petit peu de polissage sur le manche. Ça aussi, c'est une étape à laquelle vous ne pouvez pas échapper. C'est encore plus important que le polissage sur la lame, parce que là, si votre manche reste trop grossier, si en utilisant le couteau vous avez des écharpes, ça va très mal se passer. Donc là, en général, il ne reste plus grand chose, quelques marques de lime à effacer. Si vous avez pris soin d'utiliser des limes douces pour terminer le travail à la lime sur le manche, ça va aller relativement vite. Personnellement, je commence le polissage du manche au 240, mais pendant un temps, je commençais au 120, ça me permettait de dégrossir encore plus. J'ai changé parce que ce papier est très efficace, ça me permet de travailler assez rapidement. Après, je monte assez vite, je fais 240, 400. C'est généralement à partir de là, je passe directement au 1000. Et en fonction du matériau pour le manche, je vais plus ou moins haut. En général, pour les bois, je m'arrête au 1000. Même si maintenant j'ai des espèces de petites éponges abrasives qui sont très efficaces et qui vont jusqu'au 4000, donc en général j'y passe un petit coup. Par contre, quand j'utilise de la résine ou des matériaux qui vont être, dont le but va être d'être translucide ou très miroir brillant et lisse, là je monte jusqu'au 5000, 7000 facilement. Mais ça prend beaucoup moins de temps que pour la lame. Ah oui, et on polit dans le sens des fibres, au moins pour le dernier grain qu'on passe. Ça permet d'éviter d'avoir des rayures moches qu'on n'aurait pas effacées avant, et puis surtout c'est ça qui va nous donner l'effet doux. Vraiment, n'hésitez pas à monter en grain, à monter assez haut, parce qu'il y a certains bois qui nécessitent un polissage assez haut pour qu'on puisse voir les veines et les motifs. Donc celui-là, par exemple, si on veut avoir les espèces de petits reflets dorés, il va falloir qu'on monte assez haut. Je pense aussi au sycomore, au mirabellier, au cerisier. Tout ça, c'est des bois que si on ne les polit pas à un grain assez haut, on va manquer une partie de la beauté du bois. Donc c'est quand même vraiment dommage. Le couteau est presque terminé. Il faut encore le nettoyer et le passer dans l'huile. Mais avant ça, on va l'affûter, parce que sinon, tout ça, ça aura servi à rien. Donc vous pouvez faire ça sur une pierre à affûter. Vous pouvez affûter votre couteau sur une pierre à affûter, comme celle que j'ai là. Celle-ci, elle est grossière. Donc comme on a un tranchant qui est encore très épais, ça irait bien. Il existe énormément d'autres méthodes pour affûter, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais par exemple, vous pouvez aussi utiliser tout simplement du papier de verre, ça va marcher. Donc là, en fait, on va se servir, c'est là que on a l'utilité du casse-goutte, parce que ça va laisser en fait une petite place pour la pierre et ainsi éviter qu'on raye cette zone-là. Donc de même, on va se placer comme ça, à un angle défini. Par exemple, on peut prendre 15 degrés, enfin grosso modo une vingtaine de degrés. Vous prenez 90, vous divisez par 2, ça nous fait du 45, vous divisez encore par 2, ça nous fait 22 et quelques, et donc à partir de là, vous pouvez affûter. Et ça vous donnera un angle assez bien défini. Et on fait ça jusqu'à ce que notre angle soit défini. Donc, comme vous le voyez, ça coupe, du moins ça peut couper du papier, mais ça va pas le trancher d'un coup, etc. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que on a un acier, j'ai pris un couteau qui était épais, une barre d'acier qui était épaisse à la base. Donc ça gêne un petit peu. Plus c'est épais, moins ça a tendance à bien couper. À nuancer évidemment. Le plus gros problème, c'est que mon émouture est très courte. Parce que par fainéantise, en fait, j'ai pas eu assez de détermination pour pouvoir la monter plus haut. Donc ça me fait un gros convexe. Et du coup, étant donné que l'angle de mon émouture est élevé, nécessairement l'angle de mon tranchant est élevé aussi. Après, l'avantage de tout ça, c'est que du coup mon tranchant va être solide et plutôt très durable. Parce qu'il est épais, donc il est costaud. Donc après avoir passé des coups de papier de verre, donc je suis monté jusqu'au 500, j'ai pas poussé plus loin parce que de toute façon on n'arrivera jamais à avoir un couteau très très tranchant, pas avec une construction de cette manière. Et comme vous voyez, il brille un petit peu plus, ça c'est parce que j'ai repoli rapidement le couteau. Comme j'ai pas de cuir ici, normalement quand on a fini d'affûter, on prend un bout de cuir ou un bout de tissu ou quoi que ce soit sur lequel on met de la pâte à polir et ensuite on frotte. Ça s'appelle hémorphilé il me semble et ça permet de terminer l'affûtage en fait. Il vous reste toujours une sorte de petite bavure
Et même si vous la sentez pas, elle est bel et bien là. Et faire des allers-retours sur le cuir comme ça permet d'enlever ça. Comme j'ai pas de frotte ici, j'ai utilisé, comme j'ai pas de, comme à frotter en haut et que j'ai eu la flemme d'aller le chercher, j'ai juste passé un petit coup de touret mince, de frotte à polir. Oui, c'est bel et bien un outil électrique, mais bon, techniquement, le couteau était déjà terminé, ça faisait partie de l'affûtage, donc j'ai pas menti quant à la réalisation du couteau. Et j'aurais pu obtenir exactement le même effet avec la frotte en cuir, c'est pas un souci. Voilà, donc maintenant, il nous reste plus qu'à huiler le manche, et le couteau sera bel et bien terminé. Pour terminer le manche, il existe pas mal d'options. Certains utilisent des cires, d'autres des vernis. Je suis personnellement pas fan du tout des vernis ou autres finitions avec des cols, même s'ils peuvent être plutôt durables. Ça laisse parfois des finitions très lisses et donc du coup un peu glissantes. C'est dommage parce que du coup on perd en maintien sur le couteau. Moi j'utilise de l'huile, là c'est un mélange à 50-50 à peu près, d'essence de térébenthine et d'huile de lin. J'ai utilisé pendant longtemps de l'huile de colza toute bête et personnellement je trouve que ça fait grosso modo pareil, hein. L'important en fait c'est surtout d'avoir un produit gras et propre, donc vous pouvez aussi utiliser de l'huile minérale par exemple pour pouvoir protéger notre bois et révéler toutes ses couleurs, même si certains vont crier à l'hérésie pour mettre quelque chose de gras sur un support poreux. Ça se fait depuis des milliers d'années et jusqu'à preuve du contraire, on trouve quand même des couteaux qui ont été traités de cette manière dans nos musées. Donc c'est que ça doit bien être suffisamment ça doit offrir une protection suffisante au bois pour lui permettre de durer dans le temps. Donc voilà. Et voilà. Donc là vous voyez, je ne sais pas si la caméra arrive à le voir, mais on a, suivant la lumière, on a des couleurs différentes. Ça va du brun foncé au doré, et donc ces espèces de bandes dorées, on ne les obtient que si on polit à un grain assez suffisant, assez haut. Généralement, je laisse tremper dans l'huile pendant une nuit. Après, ça dépend du nombre de projets que j'ai en cours, parce que évidemment, plus j'ai de projets, plus je dois en faire tenir dans le pot. Et il arrive un moment, soit ça déborde parce que les manches prennent du volume, donc ça fait monter le niveau, etc. Soit j'ai plus de place dans le pot. Et ça dépend aussi de à quel point je suis occupé. Là, j'ai d'autres trucs à faire cet après-midi, donc je vais probablement le laisser dedans jusqu'à ce que j'ai fini. Et puis comme ça, on aura définitivement terminé le couteau. Pendant qu'on y est on peut en profiter pour mettre un petit peu d'huile sur la lame, juste une fine couche qu'il faudra essuyer ensuite. Ça va nous permettre de garder une fine couche grasse qui va permettre de protéger un petit peu la lame. Voilà, le couteau est terminé. Donc le manche est huilé, il a une belle couleur sombre avec quelques reflets sympathiques. On a un petit guillochage simple sur le dos et je suis vraiment content de la finition sur la lame parce que finalement les plats noircis avec des émoutures polies, ça a un petit côté sympathique. Voilà, donc cette vidéo, comme je l'ai dit, elle est très longue, hein, j'en suis désolé, mais pour faire quelque chose de complet, il fallait ça. Comme je l'ai dit, le but de cette vidéo, c'était vraiment de motiver les gens et de montrer que oui, c'est possible de faire un couteau correct avec uniquement des outils à main. Et à l'exception de ma perceuse, j'ai effectivement utilisé uniquement des outils à main, ou lorsque j'ai utilisé la frotte pour l'affûtage, donc en théorie pas vraiment pour la réalisation du couteau, parce que c'est une étape vraiment à part entière du processus, on va dire. Je vous ai donné une autre alternative pour ça. Donc on peut dire que oui, hormis la perceuse, j'ai fait ce couteau uniquement avec des outils à main. Ça m'a permis aussi de me prouver que ce que j'arrivais à faire, c'était pas uniquement grâce à mes outils. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes outils qui travaillent pour moi. Et je sais... mon travail ne tient pas qu'à mes outils, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais bien me servir de mes outils, mais si on m'en donne d'autres avec lesquels j'ai beaucoup moins d'habitude, j'arrive quand même à sortir quelque chose de sympathique. Donc voilà, et puis ça m'a surtout permis de me rappeler que ce qui
ce qu'il fallait endurer en fait pour faire un couteau à la main parce que c'est vraiment très long. Et ça fait plaisir de se souvenir comment faire. Parce que c'est vrai que maintenant je travaille plus trop comme ça. Voilà, donc j'ai repris l'affûtage du couteau avec les pierres que j'ai là-bas. Et bon, il coupe bien mieux, hein, c'est très correct pour un couteau. Mais on n'en est pas au point où on peut se raser. Après, comme je l'ai dit, ça va être un couteau qui va être solide, le tranchant va être solide. J'ai réussi à avoir un joli tranchant miroir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous motiver. Désolé pour la longueur, hein. Et bah, je vais vous laisser avec le diaporama de fin. Je vais prendre le temps de prendre quelques photos. Elles seront faites en intérieur parce qu'il pleut en extérieur. Donc désolé, la lumière sera pas top top. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, des sujets que j'ai pas abordés ou des problèmes que j'ai pas réglés, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vais répondre. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochains projets. Moi je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.